Dans les ruelles étroites du 19e arrondissement de Paris, là où les immeubles HLM côtoient les petits commerces familiaux, Louis Dubois vivait une existence simple, mais riche en amour. À 11 ans, ce garçon aux cheveux châtains, ébouriffés et aux yeux d'un vert perçant possédait déjà cette particularité rare qui distingue certains enfants, une mémoire photographique et une soif de connaissances insatiable. Chaque matin, il accompagnait sa mère Claire jusqu'à l'école primaire Jean Jaurès, où elle travaillait comme cuisinière depuis 8 ans. Claire, femme de 42 ans, aux mains marquées par le travail et au sourire toujours bienveillant, avait élevé seule son fils avec une détermination farouche. Son mari était parti quand Louis n'avait que 3 ans, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Éducation, mon petit Louis, c'est la seule richesse que personne ne pourra jamais te voler, répétait-elle souvent en feuilletant les livres d'occasion qu'elle rapportait des brocantes du dimanche. Leur petit appartement de 2 pièces débordait de ses trésors. Encyclopédies dépareillées, romans classiques aux pages jaunies, manuels scolaires de différentes époques. Louis dévorait tout avec une avidité qui émerveillait sa mère. Ce matin de novembre, pourtant, ressemblait à tous les autres. La pluie fine de Paris tambourinait contre les vitres du bus 61 et Louis révisait mentalement ses leçons d'histoire en regardant défiler les façades haussmanniennes. Il ne savait pas encore que dans quelques heures, sa vie basculerait à jamais. Et l'école Jean Jaurès bourdonnait de son activité habituelle. Les enfants criaient dans la cour de récréation, leurs voix se mêlant au bruit des voitures sur l'avenue voisine. Claire avait déjà préparé le déjeuner pour 300 élèves. Sa spécialité, un hachis parmentier qui sentait bon jusqu'au premier étage. Louis l'avait embrassé comme chaque matin avant de rejoindre sa classe. Vers 11 heures, alors que Madame Laurent expliquait les fractions au tableau, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Louis leva instinctivement la tête. Ces pas-là n'appartenaient ni au directeur, ni au concierge. Ils portaient l'autorité froide de ceux qui viennent chercher quelqu'un. La porte s'ouvrit brutalement. 2 policiers en uniforme apparurent, suivis d'un homme en costume sombre qui se présenta comme le commissaire Moreau. Derrière eux, une femme blonde aux traits durs sortit une carte tricolore. Procureur adjoint Isabelle Vernet. « Ah, nous cherchons Claire Dubois », déclara-t-elle d'une voix coupante qui glaça le sang de Louis. Madame Laurent, interdite, bégaya. « Elle travaille en cuisine. » Mais que se passe-t-il? Louis sentit son cœur s'emballer. Sans réfléchir, il bondit de sa chaise. « C'est ma mère. Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Le regard de la procureure se posa sur lui avec une froideur calculée. « Ton nom, petit ?»« Louis Dubois. Qu'est-ce que vous reprochez à ma maman ?»« À ta maman, comme tu dis, est soupçonnée de détournement de fonds publics. Vol de nourriture destinée aux cantines scolaires. Falsification de bons de commande. » Les mots frappèrent Louis comme autant de gifles. Autour de lui, ses camarades de classe chuchotaient, certains ricanaient déjà. Madame Laurent posa une main protectrice sur son épaule, mais Louis la repoussa doucement. Sa mère avait besoin de lui. Il dévala les escaliers 4 à 4, ignorant les cris de la maîtresse. Dans la cour, une petite foule était formée devant les cuisines. Parents venus chercher leurs enfants, enseignants, employés municipaux, tous regardèrent le spectacle avec cette fascination malsaine qu'exercent les drames sur les âmes ordinaires. Claire était là, debout, entre les 2 policiers, ses mains tremblantes menottées dans le dos. Elle portait encore son tablier blanc taché de sauce tomate, symbole dérisoire de sa vie de labeur honnête. Ses yeux cherchèrent ceux de son fils dans la foule. « Maman !» cria Louis en se précipitant vers elle. Un policier l'arrêta d'un geste ferme. « Reste où tu es, gamin. » Claire leva la tête, et Louis lut dans son regard toute la détresse du monde, mais aussi cette fierté intacte qui l'avait toujours caractérisé. « Louis, écoute-moi bien. Je n'ai rien fait de mal. Tu m'entends? Rien du tout. Il se trompe. » La procureure Vernet s'avança, savourant visiblement son moment de gloire devant les caméras qui venaient d'arriver. « Claire Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Vous avez le droit de garder le silence. » Louis n'entendait plus rien. Le monde basculait autour de lui comme un manège devenu fou. Sa mère, sa maman qui se privait de dessert pour qu'il puisse avoir des livres, qui raccommodait ses vêtements jusqu'à l'usure, qui n'avait jamais pris un centime qui ne lui appartenait pas. Accusé de vol. « C'est impossible !» hurla-t-il en tentant à nouveau de s'approcher. « Ma mère ne vole pas, elle n'a jamais rien volé de sa vie !»
Et cette fois, c'est la procureure elle-même qui se tourna vers lui, un sourire mauvais aux lèvres. « Mon petit garçon, les preuves sont accablantes. Ta mère a détourné près de 15 000 € en 6 mois. Les factures falsifiées, les témoignages, tout est là. C'est faux, vous mentez. » Le commissaire Moreau fit signe aux policiers. Claire fut poussée vers la voiture banalisée garée devant l'école. Louis tenta une dernière fois de la rejoindre, mais des bras le retinrent. Était Madame Laurent qui pleurait maintenant. Dans la voiture, Claire réussit à tourner la tête vers la fenêtre. Ses lèvres articulèrent silencieusement. « Je t'aime, mon fils. » Et Louis, 11 ans, debout dans cette courde école devenue soudain hostile, les poings serrés et les larmes aux yeux, fit une promesse qui allait changer sa vie. « Maman, je vais te sortir de là. Je te le jure sur ma vie. Je vais prouver ton innocence, même si je dois affronter le monde entier. » Les voitures disparurent au bout de la rue, emportant avec elles la seule famille qu'il avait jamais connue. Autour de lui, les murmures reprenaient « sa mère, une voleuse », et dire qu'on lui faisait confiance. Le petit, qu'est-ce qu'il va devenir? Mais Louis ne les entendait plus. Dans sa tête d'enfant devenu adulte en quelques minutes, une seule certitude demeurait. Sa mère était innocente. Et lui, Louis Dubois, 11 ans, élève de CM2, allait le prouver. Même si pour cela, il devait apprendre le droit, défier la justice et transformer sa petite voix d'enfant en cri assez fort pour réveiller la conscience d'un pays tout entier. La bataille venait de commencer. Les 3 jours qui suivirent l'arrestation de Claire furent un calvaire pour Louis. Confié temporairement à Madame Rousseau, une voisine âgée qui sentait perpétuellement la lavande et le café froid, il découvrit l'amertume de la solitude et le poids du regard des autres. Au collège, les chuchotements le suivaient comme une ombre. C'est le fils de la voleuse de la cantine. Sa mère a piqué l'argent des repas scolaires. Et mon père dit qu'elle mérite la prison. Chaque phrase était un coup de poignard qui renforçait sa détermination. Louis serrait les dents, relevait le menton et continuait d'avancer. Le vendredi soir, n'y tenant plus, il prit le métro ligne 4 jusqu'au palais de justice. L'imposante façade néoclassique du 19e siècle le dominait de toute sa hauteur, ses colonnes et ses statues semblant le narguer. Liberté, égalité, fraternité étaient gravés au fronton. Louis ricana amèrement. Pour l'instant, il ne voyait que l'injustice. Il poussa les lourdes portes de bronze et pénétra dans le hall principal. Le sol de marbre noir et blanc résonnait sous ses baskets usées. Des avocats en robe noire discutaient par petits groupes, leurs voix se mêlant en un brouhaha incompréhensible. Louis se sentit minuscule dans cette cathédrale de la justice. « Excusez-moi, » dit-il à un huissier en uniforme, « je voudrais voir le dossier de ma mère, Claire Dubois. » L'homme, la cinquantaine bedonnante et l'air blasé, le toisa avec condescendance. « Et tu es qui, toi, gamin? » Son fils, Louis Dubois. « Écoute, petit, on n'est pas dans un McDonald's ici. Les dossiers judiciaires, c'est pas pour les gamins. Va jouer ailleurs. » Louis sentit la colère monter. « Ma mère est innocente. Je veux juste voir les preuves qu'ils ont contre elle. » L'huissier éclata de rire, un rire gras qui attira l'attention de plusieurs personnes. « Innocente? Ils disent tout ça. Allez, dégage avant que j'appelle la sécurité. » C'est là que Louis perdit son sang-froid. « Vous n'avez pas le droit, c'est ma mère. » « Je sais qu'elle n'a rien fait. » 2 agents de sécurité s'approchèrent, alertés par éclat de voix. « Il y a un problème? Transcos fait du scandale. Emmenez-le dehors. » Louis fut littéralement soulevé de terre et escorté vers la sortie sous les regards moqueurs et gênés des présents. Une fois sur le parvis, livré à lui-même, il s'effondra sur les marches de pierre froide et pleura toutes les larmes de son corps. « Ça ne va pas, mon petit ?» Louis leva les yeux. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand et mince, aux cheveux noirs bouclés, le regardait avec bienveillance. Il portait un costume un peu fripé et tenait une mallette fatiguée à la main. « Je voulais juste voir le dossier de ma mère, » bégaya Louis en essuyant ses larmes. Le jeune homme s'assit à côté de lui. « Ta mère est jugée ici? Elle est en prison. Accusée de vol. Mais elle n'a rien fait, monsieur. Ma maman n'est pas une voleuse. »« Comment tu t'appelles? »« Louis Dubois. » Le jeune homme tendit la main. « Antoine Mercier. Je suis étudiant en droit, 2e année de master. Et ta mère? C'est Claire Dubois, l'affaire de la cantine scolaire? » Louis hocha la tête, surpris qu'on connaisse déjà le nom de sa mère. « J'ai entendu parler de cette affaire à la fac.
Le prof de droit pénal nous en a parlé comme exemple de procédure accélérée. Antoine fronça les sourcils. Dis-moi, Louis, tu crois vraiment que ta mère est innocente? Ah, j'en suis sûr. Elle se prive de tout pour moi. Elle raccommode mes vêtements plutôt que d'en acheter des neufs. Elle compte chaque centime. Jamais elle n'aurait volé de l'argent public. Antoine observa attentivement ce gamin de 11 ans qui parlait avec la passion d'un homme. Il reconnaissait en Louis quelque chose de familier, cette rage contre l'injustice qui l'avait lui-même poussé vers le droit. Fils d'ouvrier de Bobigny, il savait ce que était que d'être regardé de haut par les puissants. Tu sais lire, j'imagine? Bien sûr, j'adore lire. Ma mère me rapporte toujours des livres des brocantes. Oui, tu comprends les mots compliqués? Ça dépend lesquels, mais oui, en général. Antoine prit une décision qui allait changer le cours des événements. Louis, si je t'aide à comprendre ce qui se passe dans le dossier de ta mère, tu promets de m'écouter et de ne pas faire de bêtises. Les yeux de Louis s'illuminèrent. Vous feriez ça? Vraiment? Oui, mais à une condition. Tu me laisses t'expliquer comment fonctionne la justice. Parce que si ta mère est vraiment innocente, il faut s'y prendre intelligemment. Mais je vous écoute, monsieur Antoine. D'abord, appelle-moi Antoine, tout court. Ensuite, sache qu'un dossier pénal, c'est comme un puzzle géant. Il faut examiner chaque pièce, chaque témoignage, chaque preuve. Et parfois, ce qui semble évident au premier regard ne l'est plus quand on creuse. Antoine sortit un carnet de sa mallette. Ah, ta mère travaillait depuis combien de temps à cette école? 8 ans. Et avant cette affaire, elle avait des problèmes d'argent? Non. On n'était pas riche, mais on s'en sortait. Elle était même fière de ne jamais être à découvert. Des ennemis? Quelqu'un qui lui en voulait? Louis réfléchit. Monsieur Bertin, le directeur adjoint. Il n'aimait pas ma mère. Il disait qu'elle donnait son avis sur tout, qu'elle n'était qu'une cuisinière. Antoine nota soigneusement. Intéressant. Et ce Bertin, il s'occupe de quoi exactement? Il gère les commandes pour la cantine. C'est lui qui signe les bons de commande que maman doit respecter. Le stylo d'Antoine s'arrêta. Il leva les yeux vers Louis. Tu viens de dire quelque chose de très important, mon garçon. Si les bons sont falsifiés, et que c'est Bertin qui les établit, et vous croyez que c'est lui le vrai voleur? Je ne crois rien encore. Mais je vais t'apprendre la règle numéro 1 du droit. Il faut toujours se demander qui avait les moyens, l'opportunité et le mobile pour commettre le crime. Antoine se leva et tendit la main à Louis. Viens, on va aller boire un chocolat chaud et tu vas me raconter tout ce que tu sais sur cette affaire. Chaque détail, même ceux qui te semblent insignifiants. Ils descendirent les marches ensemble, le jeune étudiant en droit et l'enfant déterminé. Louis ne savait pas encore qu'il venait de rencontrer son premier allié dans la bataille qui s'annonçait. Dans un café de la rue de Lutèce, devant 2 chocolats fumants, Antoine prit des notes pendant 2 heures. Plus Louis parlait, plus le puzzle prenait forme dans l'esprit du jeune homme. Cette affaire puait l'arnaque à plein nez. « Louis, dit finalement Antoine, je ne peux pas te promettre que ta mère sera libérée demain. Mais je peux te promettre une chose. Tu ne seras plus seul dans cette bataille. » Pour la première fois depuis l'arrestation de sa mère, Louis sourit. Il avait trouvé son premier allié, et quelque chose lui disait que ce ne serait pas le dernier. Un mois s'était écoulé depuis l'arrestation de Claire. Louis avait transformé sa chambre en quartier général improvisé. Les murs étaient tapissés de feuilles de papier couvertes de notes, de schémas et de questions. Sur son bureau des écoliers s'empilaient des codes de procédure pénale empruntés à la bibliothèque municipale, annotés de sa petite écriture soignée. Madame Dupont, son ancienne institutrice de CE2, était devenue sa seconde alliée. Cette femme de 68 ans, aux cheveux argentés et aux yeux pétillants d'intelligence, avait immédiatement compris que Louis N n'était pas un enfant ordinaire quand il avait débarqué chez elle un dimanche matin, les bras chargés de livres de droit. « À mon petit Louis, lui avait-elle dit en l'accueillant dans son salon bourgeois du 16e arrondissement, « si tu veux vraiment aider ta mère, il faut que tu apprennes à penser comme un juriste. » Depuis, tous les soirs après l'école, Louis prenait le métro pour aller chez Madame Dupont. Elle lui expliquait les subtilités du vocabulaire juridique, l'aidait à décrypter les articles de loi et surtout, elle lui apprenait à structurer sa pensée. Un avocat, Louis, c'est avant tout quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, répétait-elle en servant le thé dans sa porcelaine de Limoges. Mais cette vie de moine commençait à peser lourd sur les épaules de l'enfant. À l'école, ses notes chutaient. Monsieur Moreau, son professeur de CM2,
l'avait convoqué plusieurs fois pour parler de son manque d'attention en classe. Louis s'endormait sur ses cahiers, l'esprit encore occupé par les subtilités de la procédure pénale qu'il avait étudiée la veille. Ses anciens amis, Thomas et Léa, essayaient bien de l'inviter à jouer au foot ou à regarder des films. Mais Louis déclinait systématiquement. « Je n'ai pas le temps », disait-il invariablement, et peu à peu, ils cessèrent de proposer. Ce mercredi soir de décembre, alors qu'une fine neige commençait à tomber sur Paris, Louis était seul dans sa chambre chez Madame Rousseau. Il relisait pour la 5e fois le compte-rendu de l'interrogatoire de sa mère, que Antoine avait réussi à se procurer grâce à un ami greffier. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués. L'accusé nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Refuse d'expliquer la présence de 15 000 € sur son compte bancaire. Se montre évasive concernant ses relations avec le fournisseur Dubois SARL. Dubois SARL. Ce nom le troublait. Était-ce une coïncidence qu'il porte le même nom que sa famille? Il avait posé la question à Antoine, qui avait promis de creuser. Soudain, Louis éclata en sanglots. Toute la tension accumulée depuis des semaines explosa d'un coup. Il était épuisé, isolé, et malgré tous ses efforts, sa mère était toujours en prison. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être qu'il n'était qu'un gamin qui rêvait de jouer les héros. « Louis, ça va, mon petit ?» Madame Rousseau apparut dans l'embrasure de la porte, un plateau repas à la main. « Je n'y arrive pas, Madame Rousseau. C'est trop difficile. Je ne suis qu'un enfant. » La vieille dame posa le plateau et vint s'asseoir sur le lit. « Tu sais, Louis, quand j'avais ton âge, pendant la guerre, j'ai vu des enfants faire des choses extraordinaires. Pas parce qu'ils étaient plus forts que les adultes, mais parce qu'ils avaient quelque chose que beaucoup d'adultes avaient perdu. » « À quoi ? » La capacité de voir la vérité sans se laisser aveugler par les préjugés. Les adultes, on se complique la vie. On cherche des explications complexes. On a peur du qu'en dira-t-on. Toi, tu crois en ta mère parce que tu la connais vraiment? Louis renifla. Ah mais les avocats, les juges, ils ont l'étudié pendant des années. Comment je peux faire mieux qu'eux? Nice parce que toi, tu ne fais pas ça pour ta carrière ou pour gagner de l'argent. Tu le fais par amour. Et l'amour, mon petit, ça donne des forces qu'on ne soupçonne pas. Cette nuit-là, Louis ne dormit pas. Il reprit ses notes avec un œil nouveau. Et c'est là, vers 3 heures du matin, qu'il remarqua quelque chose de étrange dans les relevés bancaires de sa mère. Les virements suspects avaient tous eu lieu les mardis. Or, le mardi, sa mère finissait toujours plus tôt parce qu'elle allait chercher les commandes chez les fournisseurs avec M. Bertin. Mais dans son emploi du temps reconstitué, il manquait justement les créneaux de ces mardis-là. Louis attrapa son téléphone et appela Antoine, malgré l'heure tardive. « Louis, tu sais quelle heure il est ?» Antoine. « J'ai trouvé quelque chose. Les virements ont tous eu lieu quand maman accompagnait Bertin chez les fournisseurs. Mais dans le dossier, il n'y a aucune trace de ses sorties. » Silence à l'autre bout du fil, puis « Tu es en train de me dire que Bertin a effacé des éléments de l'emploi du temps de ta mère ?»« Exactement. » Et si elle n'était pas à l'école ces jours-là, comment elle aurait pu faire les virements depuis l'ordinateur de la cantine? Antoine siffla doucement. « Louis, tu viens peut-être de trouver la faille dans leur accusation, mais il va falloir le prouver. Comment? En retrouvant les témoins de ces sorties. Les fournisseurs, d'autres employés municipaux, n'importe qui peut confirmer que ta mère n'était pas à l'école ces mardis-là. » Le lendemain matin, Louis avait retrouvé sa détermination. À la récréation, au lieu de rester seul dans son coin comme d'habitude, il alla voir Thomas et Léa. « Salut, vous deux. Je m'excuse d'avoir été bizarre ces derniers temps. » Thomas, un grand roux aux taches de rousseur, lui tapa amicalement l'épaule. « C'est normal, mec. Si ma mère était en prison, je serais bizarre aussi. »« Oh, justement, j'ai besoin de votre aide. Vous vous souvenez de la mère de Léa? Elle travaille à la mairie, non ?» Léa hocha la tête. « Oui. Au service de la restauration scolaire. Pourquoi? Il faut que je lui parle. C'est très important pour innocenter ma mère. » Léa et Thomas échangèrent un regard. « Tu es sûr que ta mère est innocente? » demanda doucement Léa. « Certain, et je vais le prouver. » Thomas sourit. « Alors on va t'aider. Mes parents disent toujours qu'il faut aider ses amis dans les moments difficiles. » Pour la première fois depuis des semaines, Louis se sentit moins seul. Ses amis ne l'avaient pas abandonné. Ils attendaient juste qu'il leur fasse confiance. Le soir même, ils étaient tous les trois chez la mère de Léa, Madame Petit, une femme rondelette aux joues roses qui accueillit Louis
avec une bienveillance touchante. « Alors, mon petit Louis, Léa m'a dit que tu avais des questions sur l'affaire de ta maman. »« Oui, madame. Est-ce que vous vous souvenez des sorties que ma mère faisait avec Monsieur Bertin chez les fournisseurs ?» Le visage de madame Petit se rembrunit. « Oh que oui, je m'en souviens. Bertin râlait toujours quand ta mère l'accompagnait. Il disait qu'elle posait trop de questions, qu'elle vérifiait tout. Il préférait y aller seul. Vous vous souvenez de dates précises? Attends. » Madame Petit alla chercher un agenda. « Oui, regarde. J'ai noté ici, Claire absente, sortie fournisseur avec Bertin. Tous les mardis du mois d'octobre. » Louis sentit son cœur s'emballer. « Et est-ce que vous pourriez témoigner de ça devant un juge? »« Bien sûr, mon petit. Si ça peut aider ta maman, je témoignerai devant le président de la République s'il faut. » Ce soir-là, en rentrant chez Madame Rousseau, Louis appela Antoine pour lui annoncer la nouvelle. Puis, il téléphona à Madame Dupont pour partager sa découverte. « Bravo, mon petit Louis. Tu viens de prouver que la vérité finit toujours par éclater, comme je te le dis toujours. » Et Madame Dupont? « Oui. Vous croyez que j'ai une chance de sauver ma maman? Ah, mon petit Louis, tu as déjà commencé à la sauver. Et nous ne sommes qu'au début de l'histoire. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis un mois, Louis dormit paisiblement. Il avait trouvé sa première vraie preuve. Et surtout, il avait compris qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Autour de lui se rassemblaient peu à peu tous ceux qui croyaient en la justice et en la vérité. La guerre était loin d'être gagnée, mais la première bataille venait d'être remportée. Janvier apporta avec lui un froid mordant et des développements inquiétants dans l'affaire Claire Dubois. Louis, ragaillardi par sa première découverte, avait multiplié les démarches avec l'aide d'Antoine. Ils avaient constitué un dossier solide, prouvant que Claire ne pouvait pas avoir effectué les virements frauduleux depuis l'école les mardis en question. Mais leurs espoirs furent douchés quand Antoine revint du tribunal avec une mine défaite. « Louis, il faut qu'on parle !» dit-il en s'asseyant lourdement dans le salon de Madame Rousseau. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'avocat de maman? »« Oui, et ce n'est pas bon. Maître Lefebvre dit que nos preuves ne suffisent pas. Le procureur prétend que ta mère aurait pu programmer les virements à l'avance ou les faire à distance depuis son téléphone. » Louis sentit son estomac se nouer. « Mais c'est impossible! Maman n'y connaît rien en informatique. Elle a même du mal à envoyer des SMS. »« Je sais, Louis, mais il faut plus que notre conviction. Et il y a autre chose. » Antoine hésita. Certains documents ont disparu du dossier. Les feuilles d'émargement qui prouvaient les sorties de ta mère avec Bertin. « Ah, comment ça? Disparu? » Volatilisé. Comme si quelqu'un avait voulu effacer les traces. Louise bondit de sa chaise. « C'est Bertin. Il a fait disparaître les preuves. » Probablement, mais on ne peut pas le prouver. Et sans ces documents, il faut qu'on trouve autre chose. Il doit bien y avoir d'autres preuves. Antoine posa une main paternelle sur l'épaule du garçon. « Louis, je ne veux pas que tu perdes espoir, mais il faut que tu saches que nous faisons face à des gens puissants. Bertin a des appuis à la mairie, et la procureure Vernet ne lâchera pas l'affaire facilement. » Cette nuit-là, Louis ne dormit pas. Il tournait et retournait dans sa tête toutes les informations qu'il avait collectées. Il devait y avoir quelque chose qu'ils avaient raté, un détail qui permettrait de confondre le vrai coupable. Le lendemain matin, en se rendant à l'école, Louis eut une surprise de taille. Devant les grilles l'attendait un homme d'une quarantaine d'années, mal rasé, avec un micro et un sourire chaleureux. « Tu es Louis Dubois? »« Oui. Qui êtes-vous? »« Et Julien Moreau, de Radio Quartier Libre. J'ai entendu parler de ton histoire, petit. Tu permets qu'on discute? » Louis regarda autour de lui. Quelques parents d'élèves S étaient arrêtés, intrigués. Je ne sais pas si j'ai le droit. Écoute, Louis. Ton histoire, elle me touche. Un gamin qui se bat pour sa mère innocente, ça mérite d'être raconté. Et puis, parfois, quand on allume la lumière sur une affaire, les cafards sortent de leur cachette. Louis réfléchit rapidement. Madame Dupont lui avait appris qu'en droit, la publicité pouvait parfois faire bouger les choses quand la justice s'enlisait. D'accord, mais pas devant elle école. Et il faut que je prévienne mon ami Antoine. 1 heure plus tard, dans les locaux de Radio Quartier Libre, une petite station associative du 20e arrondissement, Louis racontait son histoire devant le micro de Julien. Sa voix tremblait au début, puis se raffermit quand il parla de sa mère. Claire Dubois, c'est une femme courageuse qui a élevé seule son fils. Elle travaille depuis 8 ans dans cette école, sans jamais le moindre problème. Et du jour au lendemain, on l'accuse d'avoir volé 15 000 €. Mais Louis, son fils,
refuse d'y croire. Louis prit le micro. « Ma maman, elle compte chaque centime. Elle se prive de tout pour moi. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait volé l'argent destiné au repas des enfants. Jamais. Et tu as des preuves de son innocence? Oui. Elle ne pouvait pas faire les virements depuis l'école parce qu'elle était en sortie avec Monsieur Bertin ces jours-là. Mais bizarrement, les documents qui le prouvent ont disparu du dossier. » Julien se pencha vers le micro. « À nos auditeurs ont bien entendu, des pièces du dossier ont mystérieusement disparu. Et Louis Dubois, 11 ans, mène sa propre enquête pour innocenter sa mère. » Et l'émission dura 20 minutes. Louis parla avec passion, expliquant ses découvertes, ses doutes, sa détermination. Quand ce fut fini, Julien lui serra la main. « Tu as été formidable, petit. Je vais diffuser ça ce soir à 18h, aux infos de la soirée. Vous croyez que ça va aider? On va voir. Parfois, la vérité a juste besoin qu'on lui donne une voix. » Le soir même, tout le quartier écoutait Radio Quartier Libre. Madame Rousseau avait invité les voisins. Madame Dupont était venue spécialement. Et même Thomas et Léa étaient là avec leurs parents. Quand la voix de Louis résonna dans les haut-parleurs, claire et déterminée, un silence religieux s'installa dans le salon. « Ma maman n'est pas une voleuse. Elle mérite qu'on se batte pour elle. Et moi, Louis Dubois, je me battrai jusqu'au bout, même si je dois affronter le monde entier. » Les applaudissements éclatèrent dans le salon. Madame Rousseau avait les larmes aux yeux. « Ah, mon petit Louis, tu nous rends tous fiers. » Mais tous ne partageaient pas cet enthousiasme. Le lendemain matin, Louis découvrit les premières conséquences négatives de son passage radio. À l'école, le directeur, M. Blanchard, l'attendait dans son bureau. « Louis, il faut qu'on parle. Ton passage à la radio hier soir fait beaucoup de bruit. »« C'est bien, non? Maintenant, les gens savent que ma mère est innocente. »« Louis, M. Blanchard soupira. L'inspection académique m'a appelé ce matin. Ils ne sont pas contents que tu mélanges école à cette affaire. Et certains parents se plaignent. Se plaignent de quoi? Ils disent que tu fais du chantage affectif, que tu cherches à influencer l'opinion publique. Monsieur Bertin a même menacé de porter plainte pour diffamation. Louis sentit la colère monter. Diffamation? Mais j'ai dit la vérité. Je sais, Louis. Mais il faut que tu comprennes que tu t'attaques à des gens influents. Ils ne vont pas se laisser faire. L'après-midi même, Louis eut la confirmation que M. Blanchard avait raison. En rentrant de l'école, il trouva Julien qui l'attendait, l'air sombre. « Louis, il faut qu'on parle. J'ai reçu des coups de fil toute la journée. Et des auditeurs qui soutiennent maman? Ça aussi, oui, mais surtout des menaces. Des gens qui me disent d'arrêter de parler de ton affaire, que je risque gros si je continue. Des menaces? Mais qui? Je ne sais pas exactement. Des voix déguisées. Mais le message est clair. Si je redonne la parole au petit Dubois, ma radio pourra fermer. » Louis encaissa le coup. Ainsi, non seulement il n'avait pas réussi à aider sa mère, mais en plus il mettait en danger ceux qui l'aidaient. « Je suis désolé, Julien, c'est à cause de moi. »« Non, Louis, ne dis jamais ça. Ce qui arrive prouve que tu touches juste. Les innocents n'ont pas besoin de faire du chantage pour qu'on se taise. »« Alors vous allez continuer ?» Julien sourit, et Louis retrouva dans ce sourire la même détermination que la sienne. « Louis, j'ai commencé ma carrière en dénonçant la corruption dans ma ville natale. J'ai reçu des menaces, mon premier journal a coulé, mais j'ai continué. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le jour où on cède au chantage, on laisse gagner les pourris. Ta mère est peut-être innocente, ton combat est juste. Alors on continue, tous ensemble. » Ce soir-là, en se couchant, Louis réalisa qu'il était entré dans une nouvelle phase de sa bataille. Les masques commençaient à tomber, et ses adversaires montrèrent leur vrai visage. Mais paradoxalement, cela le rassura. Madame Dupont avait raison. La vérité finit toujours par éclater. Il ne restait plus qu'à la faire briller assez fort pour qu'elle aveugle tous ceux qui tentèrent de la cacher. Février 2025. Cela faisait maintenant 4 mois que Claire croupissait en prison, et Louis avait grandi bien plus vite que ne l'aurait voulu n'importe quel enfant de 11 ans. Son visage était creusé, ses yeux avaient perdu leur innocence, mais sa détermination brillait d'un éclat plus intense que jamais. Les émissions de Julien avaient eu des conséquences inattendues. Certes, les menaces étaient multipliées, mais un phénomène surprenant était produit. Des dizaines d'auditeurs avaient appelé la radio pour témoigner leur soutien à Louis. Des dons anonymes commençaient à arriver pour aider le petit garçon et sa maman.
Plus troublant encore, 3 autres employés municipaux avaient contacté discrètement Julien pour signaler des irrégularités dans la gestion de leurs cantines respectives. « Ah ça! Louis, dit Antoine en étalant des documents sur la table de la cuisine de Madame Dupont, je crois qu'on tient quelque chose de gros, très gros. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ton affaire n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Il semblerait que Bertin ait monté un système de détournement qui dépasse largement votre école. » Madame Dupont, qui préparait le thé, se retourna. « Explique-nous, Antoine. » Et d'après les témoignages que nous avons reçus, Bertin supervise 5 écoles du 19e arrondissement. Dans chacune, il y a eu des problèmes ces derniers mois. Un cuisinier licencié ici, une comptable mutée là. À chaque fois, c'est Bertin qui reprend temporairement la gestion directe. Louis sentit son cœur s'emballer. Vous voulez dire que ma mère n'est pas la seule victime? Ah, exactement. Elle est même probablement celle qui l'a le plus gênée parce qu'elle posait trop de questions. En la faisant accuser, il la discrédite et décourage les autres de parler. Mais comment on prouve ça? Antoine sourit. C'est là que tu interviens, Louis. Il va falloir que tu fasses quelque chose de très difficile et peut-être de très dangereux. Je vous écoute. Il faut que tu retournes dans ton ancienne école. Louis fronça les sourcils. Mais je suis interdit d'y aller depuis l'émission radio. Adjustment. Si Bertin a quelque chose à cacher, il a forcément laissé des traces dans son bureau ou dans les fichiers informatiques de l'école. Et toi, tu connais les lieux mieux que personne. Madame Dupont posa brutalement sa théière. Antoine, vous n'allez quand même pas demander à cet enfant de cambrioler une école. Et pas cambrioler, Madame Dupont? Récupérer des preuves qui innocenteront sa mère et d'autres victimes. Louis regarda tour à tour Antoine et Madame Dupont. Dans sa tête, la décision était déjà prise. « Je le ferai. »« Louis, non !» protesta Madame Dupont. « C'est trop risqué. Madame Dupont, ma mère croupit en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Si je peux la sortir de là en prenant des risques, je les prendrai. » Antoine posa une main sur l'épaule du garçon. « Louis, réfléchis bien. Si tu te fais prendre, tu auras des ennuis énormes. Et ça pourrait même nuire au dossier de ta mère. Or, et si je ne fais rien, elle va rester en prison. Le choix est vite fait. » 3 jours plus tard, Louis avait un plan. Il avait minutieusement étudié les horaires de l'école, les rondes du gardien, les habitudes de chacun. Il savait que le mercredi soir, l'école était complètement déserte après 18 heures, sauf M. Gustave, le gardien, qui faisait sa ronde à 20 heures précises. Thomas et Léa, malgré leurs craintes, avaient accepté de l'aider. Thomas ferait le guet dehors, et Léa l'aiderait à fouiller le bureau de Bertin. Elle était la seule à connaître les codes d'accès aux ordinateurs pour les avoir vus utilisés par sa mère. « Tu es sûr de toi, Louis ?» demanda Thomas pour la 10e fois, tandis qu'ils observaient l'école depuis le café d'en face. « Sûr et certain. Regardez, Monsieur Gustave vient de partir pour sa pause cigarette. Il en a pour 20 minutes minimum. » Les 3 amis traversèrent la rue. Louis connaissait le passage secret, une grille descellée dans la cour qui donnait sur la cave. De là, il pourrait accéder au bâtiment principal sans passer par l'entrée surveillée. Le cœur de Louis battait si fort qu'il était sûr que tout le quartier pouvait l'entendre. Mais sa détermination était plus forte que sa peur. Quelque part dans cette école se cachaient les preuves qui innocenteraient sa mère. Le bureau de Bertin était au 1er étage, à côté de celui du directeur. Louis glissa la clé qu'il avait empruntée des années plus tôt lors d'une punition et qu'il avait oublié de rendre. Miracle, elle fonctionnait encore. Le bureau était plongé dans l'obscurité. Louis alluma la petite lampe de poche qu'Antoine lui avait prêtée et commença à fouiller méthodiquement. Léa s'installa devant l'ordinateur et commença à taper. « Louis, j'ai trouvé quelque chose !» chuchota-t-elle au bout de 10 minutes. « Quoi ?» Un dossier caché qui s'appelle « Comptabilité bis ». Il y a plein de fichiers avec des noms d'écoles. Louis se précipita vers l'écran. Effectivement, il y avait des dossiers pour chaque école du secteur, avec des tableaux Excel complexes. « Imprime tout ça !» ordonna Louis. « Ça va prendre du temps. On a le temps, Gustave ne reviendra pas avant. » Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Louis éteignit immédiatement sa lampe. Les pas se rapprochaient. « Cache-toi !» souffla Louis à Léa. La poignée de la porte bougea. Louis sentit son sang se glacer. Quelqu'un essayait d'entrer. « Il y a quelqu'un ?» fit une voix qu'il reconnut immédiatement. Bertin. Louis regarda autour de lui, paniqué.
Le bureau n'avait qu'une seule sortie, et Bertin était juste devant. Il attrapa Léa par la main et l'entraîna vers la fenêtre. Par chance, elle donnait sur le toit de la cantine, un étage plus bas. « Tu es fou !» chuchota Léa. « On ne peut pas sauter. »« Si, on peut. Fais-moi confiance. » La clé tourna dans la serrure. Bertin l'entrait. Louis ouvrit la fenêtre et sauta le premier sur le toit en tôle ondulée. Le bruit résonna dans toute l'école. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» entendit-il Bertin crier. Léa sauta à son tour et ils dévalèrent le toit en glissant jusqu'à la gouttière. De là, ils purent redescendre le long du mur grâce à une ancienne échelle de secours. Thomas les attendait dans la rue, blême d'inquiétude. « Ça y est? Vous avez ce qu'il faut ?» Louis tâta sa poche intérieure. Les quelques documents qu'il avait eu le temps de prendre y étaient toujours. « Pas tout, mais suffisamment, j'espère. » Le lendemain matin, dans le bureau d'Antoine, l'effervescence était à son comble. Les documents volés révélaient un système de corruption d'une ampleur inouïe. Bertin avait effectivement détourné des centaines de milliers d'euros sur plusieurs années en créant de faux fournisseurs et en manipulant les commandes. « Louis, tu viens de mettre au jour l'une des plus grosses affaires de corruption de l'Éducation nationale parisienne, » dit Antoine, les yeux brillants d'excitation. « Est-ce que ça va suffire à innocenter maman? Plus que suffire. Avec ça, on va faire tomber tout le réseau. Et ta mère va être lavée de tout soupçon. » Les Quan, Antoine consulta son agenda. « J'ai rendez-vous avec le juge d'instruction lundi matin. Si tout va bien, ta mère pourrait être libérée dans la semaine. » Pour la première fois depuis 5 mois, Louis osa espérer. Il avait risqué gros, mais il avait gagné. Sa mère allait enfin rentrer à la maison. Il ne savait pas encore que Bertin, en découvrant le cambriolage de son bureau, venait de comprendre que le « petit Dubois » était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé, et qu'il était prêt à tout pour l'empêcher de nuire. La bataille finale approchait. Le lundi matin qui devait changer la vie de Louis commença par une catastrophe. Antoine l'appela à 7 heures, la voix blanche d'inquiétude. « Louis, il faut qu'on se voie immédiatement. Quelque chose de grave s'est passé. » 1 heure plus tard, dans le bureau d'Antoine à la faculté de droit, Louis découvrit, étendue du désastre. Les documents volés dans le bureau de Bertin avaient disparu. Plus grave encore, la procureure Vernet avait déposé une plainte contre Louis pour violation de domicile et vol de documents administratifs. « Comment c'est possible ?» balbutia Louis, effondré. Bertin a dû comprendre que C était toi. Il a porté plainte, et maintenant c'est toi qui risques la prison. Et maman? Antoine détourna le regard. Sans les preuves, on ne peut plus rien faire. L'audience est maintenue cet après-midi, mais quoi? Celle va probablement être condamnée, Louis. Je suis désolé. Louis sentit le monde s'écrouler autour de lui. 5 mois d'efforts, de sacrifices, d'espoir. Pour rien. Sa mère allait passer des années en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis et lui-même risquait désormais d'être poursuivi. « Non, » dit-il soudain d'une voix ferme qui surprit Antoine. « Non, ça ne se passera pas comme ça. Louis, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais battre jusqu'au bout. » Casse à 14 heures, le palais de justice de Paris n'avait jamais vu pareille affluence pour le jugement d'une simple cuisinière d'école. Grâce aux émissions de Julien, l'affaire Claire Dubois était devenue un symbole. Des dizaines de soutiens S étaient massés devant les grilles, brandissant des pancartes « Justice pour Claire »,« Liberté pour une mère innocente »,« Louis, on est avec toi ». Dans la salle d'audience bondée, Louis était assis au premier rang, vêtu de son plus beau costume, celui qu'Antoine lui avait acheté pour l'occasion. À côté de lui, Madame Dupont lui tenait la main, Thomas et Léa étaient avec leurs parents, Julien avait installé son matériel d'enregistrement, et même Madame Rousseau était venue. Quand Claire apparut dans le box des accusés, amaigrie par 5 mois de détention mais le regard toujours fier, Louis sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle lui sourit avec une tendresse infinie et articula silencieusement « Je t'aime, mon fils ». Le président du tribunal, M. Martineau, un homme de 60 ans aux cheveux gris et au regard perçant, ouvrit la session. « Nous sommes réunis pour juger Madame Claire Dubois, accusée de détournement de fonds publics, faux et usage de faux. » La procureure Vernet se leva, resplendissante dans sa robe rouge. « Monsieur le Président, les preuves contre l'accusé sont accablantes. Les virements frauduleux, les témoignages, tout démontre sa culpabilité. Je requiers 3 ans de prison ferme.
Maître Lefebvre, l'avocat de Claire, plaida l'innocence avec conviction, mais sans les documents volés, sa défense paraissait bien faible. C'est alors que le président se tourna vers Louis. « Jeune homme, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez vous exprimer. » Antoine avait réussi à obtenir cette autorisation exceptionnelle. Louis se leva, le cœur battant. Toute la salle le regardait. Les caméras étaient braquées sur lui. Le moment était venu. « Ah, monsieur le président, je m'appelle Louis Dubois. J'ai 11 ans et Claire Dubois est ma mère. » Sa voix porta dans le silence absolu de la salle. « Ah, depuis 5 mois, j'ai mené ma propre enquête pour prouver l'innocence de ma maman. Et je peux vous dire, avec certitude, qu'elle n'a jamais volé un centime. » La procureure Vernet ricana. « Monsieur le Président, nous allons maintenant écouter les élucubrations d'un enfant. »« Laissez-le parler !» ordonna fermement le juge. Louis sortit de sa poche une clé USB qu'il tendit au greffier. « Monsieur le Président, cette clé contient des copies de tous les documents que j'ai trouvés dans le bureau de Monsieur Bertin. » Un murmure parcourut la salle. Antoine sourit. Louis avait eu la présence d'esprit de tout copier sur la clé de Léa avant de quitter l'école. Ces documents prouvent que M. Bertin a organisé un système de corruption dans 5 écoles du 19e arrondissement. Ma mère a été accusée parce qu'elle posait trop de questions et qu'elle gênait ses activités criminelles. La procureure Vernet était devenue livide. Cette clé a été obtenue illégalement. Elle ne peut pas être retenue comme preuve. Madame la procureure, répondit calmement le président en examinant la clé. Un enfant de 11 ans qui se bat pour l'honneur de sa mère mérite qu'on examine ses découvertes. Pendant 1 heure, le tribunal éplucha les documents. Les preuves étaient accablantes pour Bertin et totalement disculpantes pour Claire. Les faux virements, les factures bidons, les commissions occultes, tout était là, noir sur blanc. Louis poursuivit sa plaidoirie avec une maturité qui impressionna toute l'assistance. Ma mère m'a appris que la justice, c'est protéger les innocents et punir les coupables. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On accuse une femme honnête pendant que le vrai voleur continue ses méfaits. Il se tourna vers sa mère. « Maman, je t'avais promis de te sortir de là. J'ai tenu ma promesse. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire et de la moitié des personnes présentes. Le président Martineau suspendit l'audience pour délibérer. Quand il revint, son visage était grave mais déterminé. Au vu des éléments nouveaux apportés par le fils de l'accusé, cette cour prononce la relaxe pure et simple de Madame Claire Dubois. Elle est innocente de tous les chefs d'accusation. L'explosion de joie dans la salle fut assourdissante. Claire s'effondra en pleurs dans le box, tandis que Louis bondissait par-dessus la barrière pour se jeter dans ses bras. « Et mon petit garçon, mon héros !» sanglotait Claire en serrant son fils contre elle. « Tu as grandi si vite. C'est fini, maman. Tu rentres à la maison. » Le président frappa son marteau pour réclamer le silence. Cette affaire nous rappelle que la justice peut parfois se tromper, mais qu'elle a aussi la grandeur de reconnaître ses erreurs. Quant à toi, jeune Louis, tu nous as donné à tous une leçon de courage et de détermination. Il se tourna vers la procureure Vernet, désormais très pâle. Une enquête sera immédiatement ouverte concernant M. Bertin et ses complices éventuels. Et dehors, sur le parvis du palais de justice, la foule en liesse portait Louis en triomphe. Les journalistes se bousculaient pour l'interviewer, mais il n'avait Dieu que pour sa mère, enfin libre. Julien s'approcha avec son micro. « Louis, un mot pour nos auditeurs ?» Louis prit le micro, le sourire aux lèvres mais la voix encore tremblante d'émotion. « Je voudrais dire à tous les enfants qui nous écoutent, n'abandonnez jamais quand vous savez que vous avez raison. Parfois, il faut se battre contre plus fort que soi. Mais quand on a la vérité et l'amour de son côté, on peut déplacer des montagnes. » Il marqua une pause et regarda sa mère. « Maman, je t'aime. » 3 mois plus tard, Bertin était condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption, faux et usage de faux. Plusieurs de ses complices suivirent. L'affaire fit jurisprudence et renforça les contrôles dans Éducation nationale. Louis reprit une vie d'enfant normale, mais son histoire avait inspiré toute la France. Il reçut des centaines de lettres d'encouragement et même une invitation à l'Élysée. Mais ce qui le rendait le plus heureux, c'était de retrouver chaque soir sa mère dans leur petit appartement du 19e arrondissement, autour d'un dîner simple et de nouveaux livres d'occasion. Car Louis avait appris la plus belle leçon de toutes. L'amour et la vérité sont les plus puissantes des armes quand on sait s'en servir avec courage. Message final.
Même face aux injustices les plus terribles, même quand on se sent petit et impuissant, chacun de nous a le pouvoir de faire entendre sa voix et de changer le cours des choses. Il suffit parfois d'un enfant de 11 ans, d'une béca empruntée et d'un amour inconditionnel pour rappeler au monde que la justice et la vérité doivent toujours triompher. Call to action. Cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez-la autour de vous pour rappeler que la justice appartient à tous, grands et petits. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui prouvent que l'espoir et le courage peuvent changer le monde. Et n'oubliez jamais, votre voix compte, quel que soit votre âge.